Bonjour tout le monde. Ce soir, dans le cadre de la Journée de la femme, nous avons un panel spécial des femmes dans le milieu du hockey. Donc, ce soir, avec nous, nous avons Chantal Maccabé. Bonjour Chantal. Allô? Merci de m'accueillir ici, c'est gentil. Nous avons également Nicole Bouchard. Allô, Nicole. Bonsoir, merci aussi de faire ça avec nous. On va pouvoir partager nos expériences. Et finalement, Natacha Lawrence. Bienvenue, Natacha. Et merci à toi. En fait, mon travail, c'est certain qu'il est moins en lien avec les opérations hockey. Donc, moi, je suis plus en coulisses. Donc, évidemment, oui, un peu plus dans l'ombre parce que je m'occupe, entre autres, de l'encadrement des joueurs, plus au niveau hors glace. Donc, bien sûr, les suivis sur le plan scolaire, m'assurer que tous les joueurs vont à l'école. Il y a également le programme antidopage. C'est certain que dans le contexte de la pandémie, présentement, on a mis certaines choses sur la glace. Par contre, compte tenu que la saison se poursuit, un des programmes qui est très important, c'est le programme d'aide aux joueurs. Donc, le programme d'aide est là pour soutenir autant les joueurs que également membres du personnel des équipes, l'entourage en fait des joueurs. Donc, on les aide à surmonter différentes difficultés, des épreuves, des défis auxquels ils font face. Là, on sait que en raison de la pandémie, ça génère d'autres problèmes. On a déjà parfois des joueurs qui ont des problèmes d'anxiété ou on sait des fois l'adaptation n'est pas toujours facile pour des nouveaux joueurs qui arrivent, des plus jeunes ou même des joueurs européens. Donc, on doit les accompagner, on doit essayer quand on le sait évidemment, parce que c'est pas toujours... ça demeure un milieu d'hommes, puis pour des jeunes hommes justement âgés entre 15, 16 jusqu'à 20 ans, c'est pas toujours facile de parler de ces problèmes. Donc, on essaie, lorsqu'on est au courant d'une situation, justement, de les accompagner, de les référer vers des ressources si c'est nécessaire, puis de les aider, justement, là, à passer à travers différentes situations auxquelles ils peuvent être confrontés. C'est un rôle assez large aussi en coulisses également. Je m'occupe, en fait, de toute la gestion administrative, je pourrais dire, du département hockey, tout ce qui est documents préparés pour la Ligue, pour les joueurs, supervision avec les familles de pension, un petit peu aussi du côté scolaire avec notre coordonnatrice aux études, notre conseiller pédagogique, s'assurer que les suivis sont faits adéquatement. Et également tout ce qui est du côté des joueurs, des familles des joueurs, les voyages de l'équipe, organiser les voyages et en plus, toutes les demandes d'entrevue pour le personnel hockey, les joueurs avec les médias. Écoute, moi, la première fois que j'ai vu un match de hockey, j'avais 7 ans. Parce que, bon, effectivement, il n'y a personne chez moi qui aimait le sport et pas le hockey non plus. Donc, c'était la série du siècle en 72. J'étais dans une classe à l'école, j'étais en première année. Puis, je voyais les professeurs qui ouvraient les téléviseurs dans la classe. Puis là, les professeurs changeaient de classe en classe quand une ado marquait un but. Je me suis mis à regarder ça, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup d'effervescence autour de ça, puis ça avait donc l'air trippant. Puis, je te dirais, 2 années plus tard, 3 années plus tard, tu as eu le phénomène Guy Lafleur. Et Guy était le meilleur joueur de la planète. Il était absolument extraordinaire, électrisant, les cheveux au vent. C'était de toute beauté de le voir aller. Traverser la patinoire d'un bout à l'autre. Bref, je suis devenue une fan de Guy Lafleur, du Canadien de Montréal. Et je tripais tellement, j'aimais tellement ça, je suis devenue tellement maniaque, c'était toutes les statistiques, tout ça, mais je me suis dit, je vais aller voir les autres sports aussi. Fait que je me suis mis à être curieuse sur le baseball, la boxe, le football, en fait, le golf, tous les sports. Et là, j'ai décidé, j'avais 10 ans, j'ai dit à mon père, je vais être journaliste sportif, puis un jour, je vais interviewer Guy Lafleur. Et j'ai jamais dérogé, ça a toujours été juste ça. Mon père trouvait ça bien drôle, il se disait, ça va changer, elle va changer d'idée, c'est sûr. Mais non, j'ai toujours eu cette passion-là depuis que je suis toute petite, puis elle est encore là, la passion. Oui, Pat, je l'aimais beaucoup, profondément. Ça a été le premier entraîneur avec lequel j'ai eu à composer comme journaliste sportif, parce qu'avant ça, j'avais travaillé pour les Voisins de Laval quand Mario Lemieux jouait comme statisticienne.
Mais là, je faisais partie de l'équipe. Donc, c'était différent. Et quand la première fois que j'ai rencontré Pat, je travaillais pour la presse canadienne et le réseau NTR. On est en Oregon, à Portland, pour le tournoi de la Coupe Memorial. Et je dois entrer dans le vestiaire pour aller faire, faire mon travail, poser des questions et tout ça. Et je me rappelle parce que Pat, il était grand, il était costaud, c'était un ancien policier, puis il avait un air très sévère. Puis je me rappelle parce qu'il est sur le bord de la porte, puis il a deux bras croisés comme ça, puis il me voit rentrer dans le vestiaire. Puis là, il dit à un des trainers, ce qu'a fait là, elle, puis il lâche un gros juron, tu sais. Puis le trainer dit, oh, oui, c'est Chantal. Il dit, c'est correct, c'est une journaliste, là, tu sais. Puis là, Pat rentre dans le vestiaire, puis il me regardait travailler. Puis à tous les jours, à chaque fois que je rentrais dans le vestiaire pour aller poser des questions, il me regardait travailler tout le temps, puis il m'examinait. Puis on y posait des questions en scrum, là, en regroupement, là. Il répondait à mes questions, mais je voyais son air, puis je me disais, hé, tabarouette, il y avait un air de bœuf, puis il était hyper intimidant. Finalement, à la fin du tournoi, on est au bar de l'hôtel, tous les journalistes, puis Pat, il est là, puis à un moment donné, il y a un verre, une madame qui vient me porter un grand marnier, puis elle me dit, c'est de la part du monsieur là-bas, fait que je vais voir. Et c'était Pat Burns, fait que je suis allée le voir. Puis il dit, la petite, j'ai bien aimé la façon de travailler, tu es professionnel, puis il dit, si tu as besoin de moi dans la vie, je vais être là. Fait que j'ai dit, ah ben Pat, je te remercie beaucoup. Puis ce qui est drôle, c'est que cet été-là, donc un mois plus tard, et ça, c'était pas prévu du tout, mais un mois plus tard, j'ai été embauchée à Radio-Canada à Ottawa pour couvrir les sports et les Olympiques de Hull, les 67 d'Ottawa, bon, le football et tout ça. Mais là, je travaillais sur la couverture des Olympiques de Hull. Alors, quand je suis retournée au camp d'entraînement, j'ai vu Pat, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien, je dis là, je vais couvrir ton équipe. Et c'était super cool. Fait que quand il a accédé à la Ligue nationale de hockey, bon, je pouvais toujours lui parler. Il était toujours accessible pour moi. Puis je l'ai adoré. Vraiment, là, sous des airs bourrus, c'était un homme au cœur tendre et vraiment un gentleman. Ah, c'est sûr. Ben oui, quand tu as le support, puis j'ai eu le support de, une femme dans ce milieu-là, puis on est tous des femmes dans un milieu masculin, c'est difficile. Fait que c'est sûr qu'il faut faire notre chemin. C'est sûr qu'il y a des embûches, c'est sûr qu'il y a des jugements. Puis, mais c'est sûr qu'à quelque part, il y a un homme à quelque part qui nous a aidés à nous frayer un chemin à travers ça. Et moi, il y a plusieurs hommes là-dedans qui m'ont aidé, que ce soit en mon arrivée à RDS, que ce soit dans la Ligue nationale de hockey, que ce soit... Et Pat a été vraiment le premier au niveau des entraîneurs à me donner confiance. Puis, avec cette confiance-là, bien, ça t'aide à travailler. Puis je n'étais pas vieille, là. J'avais 18 ans, 19 ans, j'allais à l'université en même temps. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement motivant et ça vient mettre un baume sur les moments qui sont beaucoup plus difficiles parce que des fois, je suis retournée à la maison en pleurant. Là. Mais quand tu as un coach compétent qui, en plus, a fait son chemin, qui est devenu un des meilleurs, il a gagné 2 Jack Adams, un des meilleurs de la Ligue nationale, bien, c'est un bon coup de main. Je dirais que c'est même plus qu'un coup de main, c'est un gros câlin professionnel, cet encouragement-là. C'est certain, j'ai fait un stage puis chez les Nordiques, puis ensuite on m'a offert un emploi quelques mois plus tard seulement. Donc, je suis arrivée là, c'est certain, toute timide, moi aussi à 18 ans, à ne pas trop savoir où aller, à ne pas trop savoir quoi faire, mais j'avais quand même quelqu'un qui m'a bien dirigée au départ, Michel Lapointe, qui a fait quand même plusieurs années également, au-dessus d'une trentaine d'années dans le monde du hockey. Elle savait déjà prendre sa place, puis elle savait où est-ce qu'elle s'en allait, puis elle n'était pas gênée pour dire ce qu'elle pensait. Puis moi aussi, d'ailleurs, dans les premiers jours, je suis retournée chez nous en pleurant parce que je la trouvais très dure envers moi, mais aujourd'hui, j'apprécie vraiment ce qu'elle a fait pour moi. Je pense qu'elle a tracé le chemin. J'ai beaucoup appris d'elle. Quand elle a quitté en 84, j'ai eu beaucoup de peine de la voir partir. Mais c'est peut-être là que j'ai justement pris un peu plus de place, un peu plus ma place, puis que j'ai appris à grandir dans cette expérience-là. Je pense que oui, il y en a de plus en plus. Dans la Ligue de hockey junior majeur, il y en a quelques-unes seulement encore, mais je pense qu'avec l'ouverture d'esprit, on pourrait dire peut-être des gens de hockey aujourd'hui, et peut-être que c'est de mieux en mieux accepté. Je pense que ça peut être toujours un milieu où il va falloir continuer peut-être à se battre quelquefois. Puis je pense que ça dépend aussi à la base de l'attitude des gens avec qui tu travailles. Mais je crois sincèrement que oui, les femmes ont de plus en plus leur place. On le voit dans le monde des médias également qu'il y en a beaucoup de femmes dans le sport maintenant. Puis
c'est bienvenu pour toutes celles qui rêvent de faire ça un jour, c'est certain. Oui, c'était très audacieux, effectivement. J'étais à Québec à ce moment-là. Je couvrais les Nordiques, c'était en 1988, donc un an avant l'ouverture de RDS. Et là, je travaillais 7 jours sur 7. J'ai fait ça pendant 9 mois. Donc, du lundi au vendredi, je travaillais à Québec. J'étais chef d'antenne. J'avais une émission de ligne ouverte du sport le matin. Je couvrais les entraînements, les matchs des Nordiques, tout ça. Et le samedi, dimanche, là, j'étais à la rédaction à TVA au sport à Montréal. Je travaillais beaucoup et M. Desormeaux m'appelle à un moment donné puis il me dit bonjour Guy Desormeaux, moi mon mandat c'est d'ouvrir RDS. Écoute, il dit je suis un ancien de Radio-Canada, je t'ai vu travailler à Radio-Canada à Ottawa, je te vois à Québec, je te vois à TVA Montréal. Il dit je vois que tu travailles beaucoup, j'ai 24 ans à cette époque-là. Il dit c'est exactement ce que je recherche, moi, des jeunes qui veulent travailler comme des fous. Parce qu'il dit, on n'aura pas un gros budget pour commencer et vous allez être en nombre tout le temps. On n'a pas beaucoup de commanditaires jusqu'à présent. On a besoin là, des passionnés de sport qui sont prêts à mettre beaucoup d'heures au travail. Et il dit, plus que ça, il dit, il n'y en a pas beaucoup des femmes dans le sport. Puis il dit, moi, je pense qu'on est rendu là en 1989 et je pense que je veux faire un statement. Donc, il dit, c'est important, je veux ouvrir le réseau des sports avec toi. Il dit, il va y avoir l'hymne national et tu vas entrer en nombre. Il faut ouvrir cette station-là avec une femme. Il dit, on va faire la place aux femmes et c'est un énoncé qui est très puissant. Et j'en revenais pas parce que on n'était pas encore très, très bien vus. Tu sais, il y en avait d'autres. Il y avait Daniel Rainville qui était là, Marie-Josée Turcotte qui était là, mais on recevait notre grosse part de critiques et il y avait toujours un scepticisme derrière ça. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Pourquoi tu es là-dedans? Puis c'est quoi tes vraies intentions? T'aimes-tu vraiment ça? Moi, écoute, j'allais dans les arénas depuis des années, là, tu sais, puis tu sais quoi, au moins en hors-jeu, des affaires comme ça, c'était hallucinant. Fait que lui arrive avec ça, puis je dis, oui, M. Desormeaux, il dit, mais pense-y, là, t'es bien, t'es à Québec, ça va bien, tu sais, t'as une belle carrière, t'es TVA Montréal, tout ça. J'ai dit non, moi, je rêve de travailler pour une station de sport 24 heures sur 24. Et avec ce que vous me dites là, vous allez faire de la place aux femmes. Écoutez, moi, c'est le rêve de ma vie. Et donc, j'ai quitté Québec au mois de juillet 89. Donc, en fait, 3 jours après, j'entrais à RDS, mais là, RDS n'était pas encore en nombre pour faire des archives, pour faire plein de reportages, pour remplir la banque d'archives. Et le 1er septembre 1989, j'ai fait le premier bulletin. Et comme il m'avait dit, là, il y avait l'hymne national et je suis entrée en nombre tout de suite après. Et ça va faire 32 ans, c'est assez hallucinant. C'est bien le fun. Je suis encore contente d'être là. Et effectivement, au cours des années, RDS a fait de plus en plus de place aux femmes. Mm-hmm. Et là, c'est le cas aussi avec TVA Sport qui est arrivé. Et c'est le fun. Ça fait un beau parcours là, pour les femmes dans le milieu. Ben, les collègues, la jalousie, non. C'était bizarre. La plupart des collègues ont été extraordinaires. C'est sûr qu'il y en a qui étaient un peu plus machos, que c'était peut-être un petit peu plus dur à accepter. J'étais jeune aussi. À 24 ans, c'est pas toujours évident. Il y a des fois que je co-animais avec des hommes beaucoup plus âgés. Mais en général, j'ai été très, très bien accueillie. Les athlètes, il n'y a jamais eu aucun problème avec les athlètes. C'est plus les fans. Tu sais, les fans, là, moins habitués de voir une femme dans ce milieu-là. On questionnait plus mes intentions ou mes connaissances. C'est drôle parce que les jeunes collègues, souvent, j'étais dans la salle des nouvelles et mettons qu'il y a quelqu'un qui demandait « Hey, c'est qui a le record de telle affaire, tel but? » Puis s'il y a un gars qui répondait, l'autre il disait « OK, c'est beau. » Mais si c'est moi qui répondais, le gars qui avait posé la question se levait pour aller vérifier dans le livre des records. Fait que, tu sais, il fallait toujours que je prouve que je connaissais ça, que je maîtrisais mes sujets et mon sport. Mais tu sais, tu le sais quand tu es dans un milieu de gars, tu sais que tu vas avoir affaire face à ça. Et oui, des fois, c'est plate, mais je m'attendais à ça. Fait que c'était pas, il n'y avait aucune surprise de mon côté. Puis, tu sais, c'est pas, 2021, là, c'est une époque complètement différente que dans les années 80. Tu sais, les grosses jokes de mon oncle, puis les commentaires sexistes. C'était juste ça, là. Fait que, tu sais, oui, j'ai eu à composer avec ça, mais c'était ça à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, les choses que j'ai eu à
traverser aujourd'hui, ça passerait pas. Là, surtout avec les médias sociaux, mon Dieu, ça serait épouvantable. Mais c'était comme ça. En école, tu le sais, toi aussi, tu as vécu des commentaires. C'est sûr. Moi, je me souviens même d'être déjà allée sur la route avec les Nordiques, puis d'être au Madison Square Garden, puis d'avoir besoin d'aller au vestiaire après le match et de me faire dire Vous allez où, madame? Puis qu'ils ne voulaient pas me laisser passer, puis qu'il a fallu que quelqu'un de l'organisation vienne me chercher, puis qu'il intervienne pour dire non, elle travaille avec nous. C'était comme de voir des femmes dans l'entourage des vestiaires, ça se pouvait comme pas, là, tu sais. Exact. C'était vraiment... puis quand tu parles de joke de mon oncle, oui, c'est ça, on m'en a entendu beaucoup de côté petit. On les nommera pas, mais... Non, c'est ça. Il y en avait des mononcles. On sait de quoi on parle. Oui. Mais moi, j'avais eu comme une préparation avant d'arriver dans le milieu du hockey. J'avais travaillé 14 ans dans la police, donc ce qui était un milieu d'hommes aussi. Donc, effectivement, là, les mauvaises blagues, ou je mettais de côté ma susceptibilité, puis j'essayais de ne pas me laisser atteindre parfois par des commentaires. Puis finalement, bon an, mal an, tu finis par finalement t'adapter. Puis les gens aussi, c'est souvent au départ, mais quand ils apprennent à te connaître après, ça se tasse, puis ils n'en font plus vraiment de cas. Mais au début, effectivement, on a toujours l'impression qu'il faut en faire plus. Je me rappelle les premières fois que j'ai assisté au bureau des gouverneurs à la Ligue. On dirait que j'avais toujours besoin d'en dire plus que tout le monde. Fallait toujours que j'explique, j'arrive avec plus de détails. Puis même des fois, je les voyais me regarder en voulant dire OK, j'avais comme préparé mon texte là, pour être certaine qu'ils comprenaient bien où je voulais m'en aller avec ça. Puis en même temps, je pense que c'était pas mauvais parce que, ben oui, il faut. Autant on doit, en tant que femme, oui, on doit s'adapter au milieu, puis ça demeure un milieu d'hommes, donc on doit quand même. Moi, j'observe beaucoup, donc au départ, j'observais beaucoup comment les gens, que ce soit les entraîneurs, les directeurs généraux, les gouverneurs dans les équipes, tout ça fonctionnait. Puis après, je savais un petit peu plus à qui j'avais affaire. Donc, j'apprenais un peu à travailler avec les différentes personnalités. Par contre, je me rendais compte que ils ont tous un point commun. C'est des gens qui sont passionnés. Puis quand on est passionné, parfois, il y a tout un côté impulsif aussi. C'est des gens qui vont dire des choses qu'ils ne pensent pas sur le coup. Puis ils ne choisissent pas toujours peut-être les bons mots pour le dire, mais avec du recul, parfois, ils vont réaliser qu'ils ont peut-être été trop loin, ou mais ils l'ont dit sur le coup de l'émotion. Tu sais, c'est des grands émotifs, tout ça. Puis, donc, tu apprends à travailler avec ces gens-là, puis il ne faut pas que tu t'en fasses, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça, puis tu te couches le soir en disant je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, ou j'y arriverai pas, ou ils n'adhéreront pas à mes idées, parce que je me suis rendu compte avec les années que finalement, oui, parfois, ça a été peut-être plus difficile de faire passer des idées, mais en même temps, ils étaient capables aussi d'adhérer à mes idées. Puis eux-mêmes disaient, ben, c'est intéressant d'avoir justement la vision d'une femme, de voir ça différemment. Puis même des fois, moi, je les amenais comme ailleurs pour comme susciter une certaine réflexion. Puis ils étaient capables de revenir après puis de dire, ben, je repensais à ça, puis tu as peut-être raison. Puis en bout de ligne, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression quand même d'avoir fait évoluer la Ligue de hockey junior majeur du Québec au fil des années, parce que j'ai senti quand même que même si c'était des hommes, tout dépendant dans quelle position ils occupaient, ils étaient quand même à l'écoute de ce que je pouvais amener comme idée. Oui, moi, je sens que, je sens pas que c'est fermé. Moi, je sens quand même qu'il y a une ouverture. J'entends pas tant de commentaires désobligeants. Moi, quand j'ai commencé, c'est Gilles Courteau qui est venu me chercher pour que je vienne travailler à la Ligue. Puis,
tout de suite, lui et moi, on se rejoignait sur plein de choses. Puis justement, c'est parce qu'on s'était rencontrés par le passé, puis que moi, je lui avais expliqué ma vision, comment je voyais les choses, puis qu'est-ce que je verrais dans sa ligue pour justement améliorer certains aspects. Puis quand il est venu me chercher, je sentais que justement, moi, je l'ai toujours trouvé quand même assez avant-gardiste dans vouloir mettre des programmes en place, vouloir améliorer certains aspects là, de la Ligue. Puis il m'a quand même donné carte blanche quand je suis arrivée en me disant ben oui, on a besoin de ça, donc regarde ce qui est possible de faire. Je connaissais déjà plusieurs entraîneurs parce que j'avais travaillé avec la Ligue de hockey Midget 3. À l'époque, j'étais à la Gendarmerie royale du Canada avec les programmes de parrains policiers. Donc, il y avait des entraîneurs qui étaient rendus dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, ça a facilité un peu les choses parce que ces gens-là me connaissaient aussi. Je sens qu'il y a une plus grande ouverture. On est rendu en 2021, il y a quand même une plus grande ouverture. Les mentalités ont changé aussi, là, au niveau des entraîneurs, au niveau même des dirigeants des équipes. On est prêt à entendre ce qui se fait ailleurs. On est moins fermé ça se passe moins en silo. Souvent, je sens qu'on est plus prêt à travailler un peu plus en collaboration là, avec même des intervenants qui arrivent de l'extérieur. Je trouve ça encourageant quand même. C'est drôle de dire ça. Pour avoir travaillé 15 ans chez les Nordiques, on est devenus de super bons complices avec les années. Mais la première fois que j'ai rencontré en 2003, quand tu es arrivé chez nous comme directeur gérant, on m'avait dit que je travaillerais avec lui. Puis je l'avais fait rire parce que j'avais dit, moi, c'est sûr que jusqu'à aujourd'hui, je ne t'aimais pas beaucoup, mais il va falloir qu'on apprenne. Puis là, il avait dit, tu vas voir, je vais te montrer, tu vas commencer à m'aimer après. Fait que ça a été bien drôle au début. Puis sincèrement, je pense que depuis qu'il est arrivé avec nous, depuis que je travaille avec lui, ça va faire bientôt 17 ans. On a développé une super bonne relation de travail. Avec lui, je suis devenue one of the boys, comme on dirait. Il m'a donné beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui partage beaucoup ses opinions puis qui veut que sa gang autour de lui soit au courant. Puis, il nous fait sentir important, je pourrais dire. Puis, je pense que c'est quelqu'un là, qui m'a fait grandir, je pense, dans ce milieu-là, en fait, parce qu'il m'a appris peut-être à prendre plus de pic, comme on dirait, puis à prendre plus ma place. Puis je pense que ça a été juste que du positif là, jusqu'à maintenant. Puis j'adore travailler avec lui jusqu'à temps qu'il peut-être repartira un jour pour la Ligue nationale. Mais bon, en attendant, on en profite. Oui, j'avais été insultée, parce que j'avais juste une dent de croche. C'est pas comme si j'avais une dent même. mais oui, j'avais été insultée, mais it is what it is, comme disent les Anglos. Hein? Je veux dire, tu fais de la télévision et malheureusement, tu es souvent d'abord jugé par ton apparence et ensuite par tes compétences. Surtout au début, quand tu commences dans ce milieu-là, veux pas, c'est comme ça. Les gens vont... Écoute, hier, j'animais l'antichambre. Le Canadien vient de perdre en prolongation face au sénateur d'Ottawa. Il y a un but refusé à 2 secondes de la fin du match de Brendan Gallagher. Tu sais, ça, plein de sujets. Puis l'émission, c'est le fun. Puis le premier commentaire que je reçois sur Twitter, c'est « Pourquoi tu avais un veston noir hier? » Tu sais, pourquoi j'avais un veston noir? Tu sais, d'abord, il n'était pas noir. C'est ça que j'ai dit. Il était comme... c'est un anglophone. Il était purple, là, tu sais. Mais c'est souvent ça. C'est quoi tes souliers? Ton maquillage n'était pas beau. Tes cheveux, même, c'est pas beau. Puis écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est télévisuel. Fait que c'est l'image. Et l'image, c'est important. Mais c'est surtout important dans le sens où il n'y a rien qui doit choquer parce que tu veux que les gens écoutent ton propos. Fait que si j'ai une grosse boucle rouge sur la tête, les gens vont regarder la boucle rouge, ils n'écouteront plus ce que tu dis. Fait que l'idée, c'est d'être habillé toujours très sobre. Donc, le veston, mais encore là, tu sais, il y en a qui vont critiquer parce que je porte trop souvent le veston, mais je le porte parce qu'il fait froid dans l'aréna. Je l'ai dans tous les arénas de la Ligue nationale, ça n'a aucun sens. Fait que j'ai toujours un col roulé ou à peu près, un veston, des bottes, puis j'ai un manteau, puis j'enlève juste avant d'entrer en ondes parce qu'on gèle. Fait que
pratico-pratique. Mais fait qu'il y a des gens qui m'ont reproché de toujours avoir le veston, donc tu t'habilles beaucoup, c'est trop masculin. Puis quand j'anime l'antichambre, des fois, je vais porter des robes parce que là, je suis en studio, il fait plus chaud, puis bon, le petit côté féminin ressort. Là, je me fais reprocher d'être trop féminine, puis je devrais pas mettre des robes parce que je travaille avec des gars. Hey, ça finit plus. Mais il faut que tu t'attendes à ça. Ça devrait pas être comme ça en 2021, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, la compétence devrait passer avant n'importe quoi, avant l'apparence, ça, c'est certain. Même du travail à la télé. Et le conseil n'avait pas fait mon affaire, mais avec le recul, c'est encore le cas aujourd'hui. Ce qui m'insultait le plus, par contre, c'est que je travaillais avec des gars qui avaient des grosses moustaches, des gros pinceaux, des gars qui avaient un surpoids vraiment évident, qui arrivaient avec le ketchup sur le bord de la tache de ketchup sur le bord de la chemise, tu sais. Puis ça, c'était correct. Puis moi, j'ai une petite dent croche pour me le reprocher. Mais les filles, je suis convaincue que ça vous est arrivé. On n'est plus exigeant vers les femmes. On veut qu'elles soient parfaites ou à peu près, là, qu'il n'y a rien qui cloche dans tous les départements. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. On exige plus des femmes que des hommes. Et c'est plate, mais c'est un fait. Puis c'est pas sûr que ça va arrêter. Moi. Oui, c'est certain que ce n'était pas un programme qui existait dans les années où j'ai étudié. Je pense que c'est une belle opportunité pour celles qui rêvent de travailler dans le milieu sportif. Il y a plusieurs avenues que tu peux emprunter dans ce domaine-là malgré tout. Puis je pense que les cours de gestion dans le sport peuvent sûrement ouvrir des portes à d'autres femmes et à beaucoup plus de filles ou de femmes ou de jeunes filles qui veulent atteindre leurs rêves. Puis moi, je les encourage à y aller. Puis si j'avais eu l'opportunité de le faire, probablement que oui, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé parce qu'à la base, moi aussi, j'étais une maniaque de hockey. C'est comme ça que ça a commencé. Puis j'y suis encore aujourd'hui. Puis je ne le regrette pas du tout. La passion est encore là. J'avoue que oui, jongler, c'est le bon mot. C'est pas toujours facile. J'ai quand même toujours quand même pu organiser mon horaire en conséquence. En plus, j'ai un conjoint moi, qui voyage beaucoup, mais on essayait de voir un peu là, chacun comment qu'on pouvait s'organiser. Ma fille, elle a grandi là-dedans aussi. Là, elle savait le genre de travail que je faisais, donc elle comprenait. J'ai la chance d'avoir évidemment là, mes parents qui sont pas loin, qui m'ont souvent dépanné pour garder ma fille parce que oui, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on s'entend que c'est sur un très grand territoire. Donc, puis moi, souvent, je suis appelée à me déplacer là, pour aller rencontrer des joueurs ou aller rencontrer les membres du personnel des équipes. Donc, oui, ça m'occasionnait parfois là, un casse-tête. Il n'y a pas d'horaire dans le hockey, hein? Puis, je pense que vous savez, Nicole aussi, je veux dire, tu es obligé d'être là les soirs de match. Tu ne peux pas dire je fais du 9 à 5. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, au départ, quand tu décides d'aller travailler dans ce milieu-là, tu es consciente de dans quoi tu t'engages aussi. Oui, mais moi, je suis toujours, tu commences à travailler quand tu te trouves les yeux, puis tu arrêtes de travailler quand tu te fermes les yeux le soir. Ça ressemble à ça pas mal. Écoute, avec les enfants, au début, j'étais chef d'antenne quand j'ai eu mes 2 enfants, puis j'en ai eu un en 94, puis l'autre en 95, donc un après l'autre. Mais c'était voulu à cause de mon horaire. J'avais dit à mon mari, OK, si t'en veux un autre, là, puis je venais d'accoucher. J'ai dit, si t'en veux un autre, c'est là, parce que, tu sais, un coup qu'ils vont dormir, qu'ils vont être propres, je ne voudrais pas recommencer. Et écoute, je faisais les bulletins là, de 6 heures le soir, de 11 heures le soir et de 2 heures du matin en direct. Fait que j'arrivais à la maison vers 3 heures, j'allaitais. J'allais dormir jusqu'à 7-8 heures, le temps que la gardienne arrive, parce que mon mari était sur les chiffres, il était pompier, tout ça. Fait que je dormais pas gros. Je dormais du 3 heures par nuit, puis je travaillais beaucoup. 6 jours sur 7, parce que le samedi, je travaillais sur les matchs du Canadien de Montréal. Puis lundi au vendredi, j'étais chef d'antenne à Sport 30. Et quand RDS, quand ça a changé avec Sport 30 et tout ça, là, quand je suis tombée sur le beat du Canadien, là, les enfants avaient 14 et 15 ans. Mais là, je leur ai demandé. Je dis, là, maman, elle a la chance de l'opportunité d'être à la couverture du Canadien comme reporter de terrain. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? À ce moment-là, moi, je suis divorcée.
Et là, mes enfants, ah, c'est donc bien cool, ben non, on est assez grand, on va s'occuper de nous-mêmes. Puis je dis, non, regarde, là, je vous laisserai pas à vous-même, là, mais tu sais, vous irez chez votre père à ce moment-là. Ah oui, oui, il n'y a pas de trouble et tout ça. Puis là, fait que c'est ça. Fait que mon plus jeune m'avait dit, en autant que tu me rapportes un autographe de Sidney Crosby, ça va être correct. Parce qu'on n'a pas le droit de demander des autographes aux joueurs, mais j'y avais apporté un chandail des Pingouins. Fait que je m'étais débrouillée de cette façon-là. Mais c'est sûr que, mais, tu sais, en étant ado, ça a toujours bien été, parce que mes enfants, d'abord, ils ont joué au hockey, ils ont joué élite aussi, puis c'est des gars, c'est deux petits gars qui adorent le sport, là. C'est des maniaques de sport. Fait ils ont grandi en me voyant faire ce métier-là. Ça fait partie de même chose que Natacha disait, tu sais, ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur vie. Puis les enfants sont extraordinaires dans le sens qu'ils vont, c'est leur mère. Fait qu'eux autres, là, ils vont aller avec le courant, puis ils vont, c'est ça ta vie. Fait que pour eux autres, c'est correct. Ils ont une capacité d'adaptation qu'on peut pas négliger, là, qui est assez phénoménale. Et là, c'est sûr que là, quand je suis sur la route, ce que je fais, et je le fais encore, malgré qu'ils ont 25 ans, là, aujourd'hui, je les amène pas mal souvent sur la route avec moi. Fait qu'à un moment donné, quand je suis, je sais pas moi, à New York ou à Los Angeles, ou tu sais, dans des places le fun, je les emmène pas à Buffalo, là, mais quand il y a des villes tripantes, là, je leur demande, avez-vous le goût de venir avec moi? Fait que là, ils me suivent, ils viennent voir le match, on est là parce qu'on part la veille d'un match, fait que là, il y a la journée de match, puis le lendemain, on revient. Fait qu'on est là 2 jours et demi. Fait que les autres, c'est bien le fun. Puis je me rappelle, écoute, il y a 3 ans, quand les Golden Knights de Vegas ont atteint la finale de la Coupe Stanley, RDS m'a dit, en fait, RDS, au début des séries, m'a dit, tu vas couvrir les Golden Knights, parce qu'il y a beaucoup de Québécois là. Fait que j'ai comme passé 2 mois à Vegas, puis un peu partout, là, dépendamment où les Golden Knights jouaient. Puis j'avais dit à mes enfants, quand vous aurez 21 ans, les deux, un jour, je vous emmènerai à Vegas. Je leur disais tout le temps ça. Puis là, je couvre les Golden Knights. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben les boys, j'avais fait une promesse. Là, quand les Golden Knights ont atteint la finale, là, j'étais, parce que là, tu joues plus de matchs à domicile, là, consécutivement, puis tu pars avant la finale. En tout cas, j'étais là plus longtemps. Fait que je dis, venez-vous-en à Vegas avec maman. Fait que c'était trippant. Puis, fait que tu leur offres des petits moments mère-fille, comme mère-fils comme ça qui apprécient beaucoup. Puis c'est une façon en même temps, qu'est-ce que tu veux, même s'ils sont plus vieux, tu te sens quand même coupable des fois. Parce que moi, je suis tout le temps dans mes valises. Toutes les semaines, sauf là en raison de la pandémie, mais toutes les semaines, je suis dans une ville quelque part aux États-Unis. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de voyagement, mais je compense de cette façon-là. Et j'ai l'été au complet de congé. Alors, je joue au golf avec mes 2 fils, là, presque à tous les jours. Fait que, on a des façons de compenser, puis il reste que j'ai réussi quand même à faire ma carrière à travers ça. Donc, les femmes pour qui ça pourrait inquiéter, oui, c'est possible d'avoir une famille et d'avoir une carrière en même temps. C'est plus de sacrifice, c'est des heures de sommeil coupées, c'est évident, mais c'est possible de le faire. Ça, moi, j'en ai 25 par année. Mais il y en a qui reviennent année après année pendant des fois un cycle de 3 ans ou 4 ans. C'est sûr que c'est différent, mais oui, c'est un peu comme tous mes enfants parce que, bon, quand il y a un problème, la première personne à venir voir, c'est moi ou ils vont me demander des conseils sur certaines choses. Les parents nous font confiance. Fait que, tu sais, on est un peu proche d'eux autres. Puis la relation qu'on a avec les jeunes, ben, moi, j'adore ça. Puis je pense que c'est ce qui me fait continuer encore de rester jeune puis de travailler avec les jeunes. C'est vraiment enrichissant là, sur tous les côtés. Accomplissement, c'est peut-être d'avoir réussi à travailler aussi longtemps dans un domaine d'hommes. Ça, c'est sûrement mon plus bel accomplissement. De continuer encore à le faire jusqu'à temps que je sois tannée de le faire. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera, mais bon, j'en ai beaucoup plus de fait que ce qu'il me reste à faire. Mais c'est certain que je pense qu'avant tout, c'est d'avoir travaillé dans un milieu passionnant, d'avoir été aussi passionnée, de l'être encore et d'avoir réussi à faire ma place là, dans ce milieu-là, puis de continuer à le faire. Puis j'encourage encore une fois toutes les jeunes filles, les femmes qui désiraient faire carrière dans ce domaine-là. Je pense qu'on peut vivre des belles choses, puis c'est vraiment un domaine extraordinaire.
Ben, écoute, je riais quand Nicole donnait sa réponse parce que c'est exactement ça. Tu sais, ça fait 37 ans que je fais ce métier-là. Je suis encore là. Ça fait 32 ans que je suis à RDS. J'ai encore cette passion-là. Je tripe encore à tous les jours. Tu sais, j'ai comme fait 15 directs aujourd'hui en raison du congédiement de Claude Julien. Puis, il y a pas une minute que je m'ennuie. Et je pense que ça, c'est le secret. Puis, toujours, je vais être l'agent Paul Chartrand senior de RDS. Moi aussi, à 86 ans, moi, être encore là. C'est comme mon objectif. Parce que c'est en bout de ligne, avec le recul, quand tu regardes ta carrière, c'est pas l'entrevue que tu as fait ou le reportage que tu as fait ou le scoop que tu as eu, ça n'a rien à voir. C'est toutes ces années-là. Tu sais, les Olympiques, les déboires des équipes ou les rencontres que tu fais avec les athlètes, c'est le fun, mais c'est globalement, c'est d'être encore là, c'est d'encore avoir ce feu-là qui brûle, ça. Je trouve ça fun parce qu'il y en a beaucoup dans le métier qui ont abandonné parce que c'est difficile. Il n'y a rien de facile, c'est des heures. Tu sais, je travaille encore tous les week-ends depuis 37 ans. Des fois, je vois des jeunes arriver puis ils disent non, en fin de semaine, moi, je vais avoir congé. Puis moi, je dis toujours aux jeunes, écoute, si tu veux être curé, il faut que tu travailles le dimanche. Fait que si tu veux être journaliste sportif, il faut que tu travailles la fin de semaine. C'est là que ça se passe. Puis, tu travailles le soir. Tu n'as pas vraiment de journée. Tu as un seul férié, c'est le 25 décembre. Hein, Nicole, c'est la même chose. Natacha, c'est la même chose. On travaille tout le temps. Fait que c'est pas toujours facile, mais maudit que c'est le fun. Puis, j'adore ça. Puis, je pense que ça, c'est un accomplissement en soi. Puis, que toutes les femmes, tu sais, on a eu un parcours quand même atypique, qu'on a réussi à percer malgré tout ça. Je suis quand même très fière de ça. Moi, je dirais c'est d'avoir fait la différence dans la vie de jeunes hommes, mais aussi de coach, de membres du personnel des équipes. Moi, souvent, j'appelle ça ma paye cachée. Je sais qu'à travers les années, j'ai dû gérer différentes situations. Ça n'a pas toujours été facile, mais je n'ai jamais porté de jugement sur personne. J'ai toujours essayé justement d'accompagner la personne du mieux que je pouvais parce que je sais que tout le monde peut faire des erreurs, puis tout le monde a le droit à une deuxième chance aussi. Donc, d'avoir pu faire une différence comme ça me fait toujours plaisir justement parfois de revoir soit des anciens joueurs ou même des entraîneurs qui sont rendus ailleurs, qui sont rendus dans la Ligue nationale ou dans d'autres ligues professionnelles, puis qui sont contents de me voir, puis parfois qui prennent de mes nouvelles. Puis moi, des fois, je suis contente de les voir évoluer, de voir qu'ils sont rendus avec une famille, qui sont rendus ailleurs dans leur vie. Donc, je trouve ça gratifiant parce que des fois, je me dis, ben, tu sais, ça a été un petit quelque chose. Des fois, c'est pas grand-chose. Puis des fois, moi-même, j'étais surprise quand tu me disais, ben, tu sais, je me souviens quand tu m'avais dit ça, puis tu sais, ça m'a vraiment aidé par la suite. Puis je me disais, ben, OK, tu sais, ça fait toujours plaisir à entendre. Puis c'est pour ça que souvent, je dis, ben, ça, c'est ma paye cachée parce que ça n'a pas de prix, là, quand tu entends ça. Puis c'est ça qui me donne souvent le goût de continuer. Puis tout à l'heure, on parlait d'enfants parce qu'effectivement, moi aussi, souvent, j'ai comme un rôle de maman dans la ligue, là, quand il arrive des situations. Puis même ma fille me le dit, des fois, là, va t'occuper de tes gars. C'est pour ça que moi aussi, j'encourage des jeunes filles à l'essayer, même peut-être venir faire un stage, voir un peu à quoi ça ressemble, mais de s'inspirer justement de femmes qui sont dans ce milieu-là, qui ont pavé le chemin déjà, puis qui ont ouvert des portes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de portes ouvertes maintenant, puis il faut pas hésiter. Puis je pense que c'est juste une question d'être capable de prendre sa place, puis de croire en soi, de croire en ses moyens. Puis c'est comme ça qu'on se fait respecter, puis c'est comme ça qu'on arrive à persévérer puis à gravir des échelons.